Bonjour à tous. Début novembre, nous sommes allés à la rencontre de Frédéric Lenoir, un homme que nous aimons particulièrement chez Positivum. Cette rencontre a eu lieu seulement quelques jours avant les attentats de Paris. Aujourd'hui, ses mots, son discours ont une résonance particulière. Déjà, nous parlions avec lui des valeurs que nous partageons, l'utopie, la joie et l'espoir. Je suis très heureux de répondre à vos questions puis de vous rencontrer parce qu'effectivement, si on écoute les médias, on se dit tout va mal. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal, mais tout ne va pas mal. Il y a beaucoup de choses très positives sur Terre. Il y a beaucoup de gens qui ont de la générosité, qui ont des initiatives, qui ont des idées, qui trouvent des solutions, et on n'en parle presque pas, un petit peu, mais presque pas. On parle surtout évidemment des trains qui n'arrivent pas à l'heure, des avions qui crashent, des attentats, de tout ce qui est finalement extrêmement anxiogène. Et beaucoup de gens ont le sentiment, qui sont tout le temps à regarder les infos, Internet, tout, ont le sentiment que le monde va extrêmement mal. Alors que, encore une fois, il y a beaucoup de gens très heureux, même qui vivent très simplement, hein, il suffit de voyager pour s'en rendre compte. Et puis, il y a beaucoup de gens qui cherchent des solutions pour essayer de résoudre les problèmes auxquels on est confronté. Donc je pense que de faire de l'information positive, c'est absolument salutaire. On a besoin de voir, de connaître, de découvrir des gens qui nous entraînent, parce que du coup on peut se dire, nous aussi on peut faire ça. Et il y a des idées formidables qui sont applicables partout. Vous avez des gens qui ont trouvé des modes d'échange, le commerce équitable, des formes d'échange économique qui ne passent pas par les monnaies. Enfin, il y a plein de choses qui existent, qui résoudraient un tas de problèmes, et on ne sait pas que ça existe, ou on n'ose pas y croire. Donc c'est pour ça que je soutiens vraiment tout à fait ce que vous faites. Pourquoi il faut montrer ces personnes aussi? Est-ce que ça peut nous servir de modèle? Est-ce que ça peut nous, finalement, nous donner de l'espoir et nous dire, bon, pour vous aussi, c'est possible, allez voir en cette direction? Parce qu'on a besoin de modèles positifs. On voit tout le temps des modèles négatifs. Encore une fois, si on regarde la télé, c'est un peu les hommes politiques auxquels on ne croit plus du tout. On voit bien qu'ils sont juste là pour se faire élire et qu'ils croient très peu à ce qu'ils disent. Alors qu'il est très positif de montrer des gens convaincus, habités par une conviction, et qui consacrent du temps, de l'énergie, de l'argent pour faire avancer les choses et qui travaillent pour le bien commun. Et du coup, ça remobilise les gens. Vous savez, je prends un exemple extrêmement simple, mais qu'on connaît tous. L'Afrique du Sud, ça aurait pu être une catastrophe totale. Tout le monde pensait que ça allait être un bain de sang, qu'il ne sortirait jamais de ce problème de l'apartheid. Et bien, il a suffi que 2 ou 3 témoins, comme Nelson Mandela, disent « mais non, on va pardonner et on va se réconcilier » pour que des millions de gens arrivent à le faire. C'est pour ça qu'on a besoin de témoins positifs. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des initiatives positives. Est-ce que réellement, quand on est généreux, on reçoit? Oui, alors là, il y a eu des études même scientifiques sur l'altruisme qui montrent que plus les gens sont altruistes, sont ouverts aux autres, plus ils sont heureux, plus ils s'épanouissent, ce qui fait qu'on reçoit en donnant. Il y a une phrase, c'est Jésus qui l'a dit dans l'Évangile, mais que j'aime énormément, que je trouve tout à fait universelle. Il dit « il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Moi, c'est l'expérience que j'ai faite dans ma vie. Qu'on me donne quelque chose, j'ai du plaisir. Quand je donne quelque chose, j'ai de la joie. Parce que apporter quelque chose aux autres, voir le bonheur qu'on leur apporte, ça met une joie immense. Et donc finalement, le cœur de l'homme est bien fait. Heureusement qu'il y a ça. Sinon, vous voyez à quel point on serait égoïste s'il n'y avait pas cette joie de donner. Ce qui fait que le fait de partager, le fait de s'intéresser aux autres, le fait de se décentrer, de ne pas être tout le temps tourné vers son ego, ses petits problèmes, son nombril, ça nous permet de grandir, ça nous permet de nous ouvrir, ça nous permet de dépasser nos propres problèmes. Donc il y a une sorte de vertu de l'altruisme que tout le monde peut découvrir et qui est un cercle vertueux formidable. Puisque plus on donne, plus on est heureux, plus on partage, plus on s'épanouit et plus finalement on participe à la construction d'un monde finalement meilleur. On ne peut vraiment grandir que lorsqu'on traverse une expérience personnelle. Ça ne suffit pas d'écouter les autres, ça ne suffit pas d'écouter un discours. Mais bien souvent, les discours qu'on écoute font écho à notre propre expérience. C'est-à-dire qu'ils sont là pour nous révéler ce que nous vivons déjà, ou ce que nous pressentons, ou ce que nous avons comme intuition, ou ce que nous recherchons de manière confuse. Donc je dirais, pour qu'un discours soit utile, il faut qu'il ait une résonance avec nous, avec ce que nous cherchons, ce que nous portons déjà, peut-être de manière encore inconsciente. Sinon, effectivement, ça n'aura aucune efficacité. En tout cas, les discours peuvent nous aider, nous éclairer, mais ils ne nous empêcheront jamais de faire l'expérience, de faire le chemin. Moi, ce que j'essaye de faire dans mes livres, par exemple, c'est de donner des boussoles, c'est de guider, de dire là, je vous conseille d'aller explorer ça. Mais ce sont les personnes qui font le travail, c'est pas moi. Je dis, j'ai découvert ça, voilà ce que ça m'a apporté à vous. Maintenant, si vous avez envie de faire ce chemin. Comment vous vous nourrissez des autres? Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de rencontres,
j'ai commencé pendant plus de 20-25 ans à me nourrir avant d'écrire. Enfin, j'ai écrit des choses, mais qui n'étaient pas des livres très personnels, si vous voulez. Donc avant d'écrire à 40 ans des livres personnels, bah, j'ai eu 25 ans avant de réflexion, de rencontres. J'ai fait d'ailleurs beaucoup de livres d'entretien avec des personnalités comme Hubert Reeves, comme Jean Vanier, comme Umberto Eco, l'abbé Pierre, etc. Et tous ces entretiens, le Dalai Lama, tous ces entretiens, toutes ces réflexions m'ont nourri, toutes ces rencontres m'ont nourri. Donc j'ai lu des quantités de philosophes. Spinoza, Platon, Aristote, Épicure, Montaigne sont des amis. Ce sont des gens que j'ai tellement fréquentés par la lecture, ce sont des amis. Je me suis nourri d'un tas de rencontres avec des gens, mais aussi bien des paysans à la montagne où j'allais passer toutes mes vacances enfant. Je voyais la joie accrochée à leurs yeux et ça m'a enseigné plus que ce que j'aurais pu lire dans un livre. Donc j'ai été nourri de rencontres pendant très longtemps. Et quand j'ai commencé à écrire des livres personnels, je vous dis, ça fait depuis l'âge de 40 ans, donc une dizaine d'années, j'étais déjà imprégné de tout ça. Finalement, j'ai retranscrit avec mes mots à moi beaucoup de choses que j'avais reçues. Est-ce que la joie, c'est quelque chose qui se travaille? Je dirais qu'on ne peut pas décréter la joie. Vous n'allez pas dire, tiens, je vais être dans la joie. Non. On peut choisir le plaisir, c'est très facile. Il suffit de manger quelque chose qu'on aime, de regarder une série à la télé qu'on aime, d'appeler un copain. Bon, le plaisir est assuré. La joie, jamais. La joie, vous ne pouvez pas la décréter. Par contre, vous pouvez la cultiver. C'est-à-dire, vous pouvez favoriser un état d'esprit, une attitude qui vous permettra de mieux accueillir la joie. Notamment être attentif, être présent, avoir une qualité de présence à ce qu'on fait. Si vous vous promenez dans la rue, dans la nature, puis que vous avez tout le temps l'esprit occupé par autre chose, il ne va rien se passer. Si vous êtes attentif, les yeux ouverts, le nez ouvert, les oreilles ouvertes, d'un coup vous allez être touché par la beauté du monde, par un visage, par un coucher de soleil, par une harmonie, et une joie extraordinaire peut survenir. Et c'est valable pour tout. Dans toutes les expériences du quotidien, si on est attentif, la joie peut advenir. Puis je pense qu'il faut cultiver la bienveillance aussi. Le fait d'être jaloux, le fait d'être envieux, etc., tue la joie. Et lorsqu'on se libère de tout ça, on devient soi-même. Et ce travail qu'on appelle en psychologie le processus d'individuation, moi j'ai mis des années à le faire, mais ça a été une libération totale. Lorsqu'on est soi-même, on est dans une joie extraordinaire. On n'est plus prisonnier du regard des autres. Puis la deuxième chose, et ça va de pair, c'est s'accorder aux autres, s'accorder au monde. Et le monde, c'est à la fois le monde dans lequel on est, la planète, c'est la nature, mais c'est aussi tous les êtres sensibles et bien sûr les êtres humains, nos proches, nos lointains. Et donc le fait d'être relié de manière juste aux autres, dans une communion, dans un amour avec le monde, avec les autres, nous met dans une très grande joie. Donc c'est ces deux chemins que j'essaye de proposer, un chemin vers soi et un chemin vers les autres, qui lorsqu'ils sont faits en parallèle, on se délie, on se relie en même temps, nous permettent d'accéder à une joie de plus en plus permanente. On est utopique, certainement. En tout cas, on a beaucoup d'espoir. Que pensez-vous? Est-ce que vous pensez que l'homme est bon? Mais l'utopie, c'est nécessaire. L'utopie, c'est pas l'illusion. L'utopie, c'est imaginer un monde qui serait bon, qui fonctionnerait le mieux possible et tout mettre en œuvre pour y arriver. Ce ne sera jamais parfait, le monde, mais on peut toujours l'améliorer. Et regardez le nombre d'utopies qui se sont réalisées. Lorsque Spinoza, au XVIIe siècle, et un siècle plus tard, les autres penseurs des Lumières disent le meilleur système, ce serait une démocratie laïque où les gens pourraient donner une liberté de conscience et d'expression, à l'époque où ils ont formulé ça, c'était absurde. Personne n'y croyait. Aujourd'hui, ça s'est répandu dans tellement de pays du monde. Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont pressenti ce qu'il fallait faire pour améliorer la qualité du vivre ensemble. Et donc il faut continuer, faut poursuivre tous ceux qui nous ont précédés et qui ont permis que le monde s'améliore, qu'il y a tellement de luttes qui ont été gagnées. La situation de la femme s'est tellement améliorée, mais il y a encore beaucoup à faire. Les enfants, avant c'était des esclaves, regardez aujourd'hui comment on a évolué dans notre relation avec les enfants, comment on a pu transformer les relations sociales, comment la société dans plein de domaines a pu progresser, toutes les lois sociales, etc. Donc tout ça, ce sont des acquis de gens qui ont été au départ utopiques et qui se sont battus. Donc aujourd'hui, il y a d'autres enjeux, ceux-là sont toujours présents, mais il y a d'autres enjeux, notamment les enjeux planétaires, autour de l'écologie, de l'économie, des inégalités des richesses, etc. Et il faut se battre, il faut avoir une vision positive, et puis chacun à notre niveau, faire sa part. C'est ça qui est capital, parce qu'on ne changera pas le monde globalement, il ne va pas changer d'un coup de baguette magique. Il va changer parce que de plus en plus d'individus vont se transformer. Et lorsqu'il y aura de plus en plus d'individus éveillés, conscients, engagés, responsables, alors là, effectivement, le monde va changer et ça peut aller assez vite. Donc je suis comme vous, positif, optimiste et utopique. Positive homme. Positive homme. Très bien, merci beaucoup Frédéric.